Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Lequet-Folchini, je travaille pour l'Organisation internationale de la francophonie, la représentation permanente auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne. Je représente le représentant permanent, Monsieur Henri Monceau, qui n'est pas à Genève actuellement, et il me fait très plaisir de vous accueillir ce matin à cette troisième session d'une série de rencontres francophones sur le désarmement à l'initiative de la France et de l'UNIDIR avec le soutien de l'OIF qui vise à stimuler la réflexion et le débat sur les développements récents et les risques en matière de contrôle des armements, de non-prolifération et de désarmement. Et plus précisément, nous remercions la France qui a souhaité inscrire ce cycle de rencontres francophones en préparation du prochain sommet des chefs d'État de la francophonie, le 19e, qui a lieu en France à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française et à Paris. Et cette année, le thème du sommet est créer, innover et entreprendre en français. Et il nous est apparu intéressant d'innover et de proposer ce cycle de rencontres grand public pour les diplomates, les experts, étudiants, enfin toute personne intéressée par cette thématique, et de stimuler cette concertation francophone. Au-delà de la langue, il s'agit aussi de parler d'enjeux très importants dans une perspective multilingue, gage d'un multilatéralisme fort où tous les points de vue sont exprimés et entendus. Et ceci est d'autant plus important que, comme le soulignait récemment le secrétaire général des Nations Unies, le 12 mai, 100 jours avant la journée internationale de la paix, que dans un monde au proie avec les conflits, les inégalités, la discrimination, nous devons plus que jamais nous efforcer de promouvoir le dialogue et les droits. L'OIF partage totalement ce constat et souhaite renforcer le dialogue au service de la paix. Pour ceux qui ne le savent pas, l'OIF représente actuellement 88 États et gouvernements membres sur les 5 continents. Et c'est une organisation unique en son genre. Elle est basée sur la solidarité, une coopération au service d'une diplomatie de concertation à même de créer des coalitions et des alliances stratégiques dans les instances internationales et plus largement au bénéfice d'un multilatéralisme fort. Pour vous en dire un petit peu plus sur la raison pour laquelle l'OIF est intéressée sur ces questions de désarmement et de mise en place de règles sur le commerce et la circulation des armes, les États francophones ont adopté en 2006 la déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Et dans la ligne de l'adoption de cette déclaration, nous avons déjà travaillé avec l'UNIDIR dès 2010 en organisant des concertations au bénéfice des ambassadeurs francophones à Genève et à New York. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, enjeux et gouvernance. Alors, outre le volet sécurité humaine et prévention des conflits, l'aspect numérique de ces thématiques nous intéresse au plus haut point. En effet, le numérique fait partie des priorités de plaidoyer politique et d'action de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous considérons que le numérique et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle sont des moteurs de développement pour les pays francophones si ces outils sont utilisés de manière adéquate dans un environnement favorable, en particulier à travers un soutien à l'innovation et la définition d'un cadre réglementaire judicieux. Nous développons un projet spécifique sur le numérique, gouverner le numérique et l'intelligence artificielle. Et mon collègue Antoine Barbry est ici et il est le coordonnateur de ce projet. Notre action vise à soutenir les États pour jouer un rôle décisif dans la gouvernance du numérique mondial. Donc on est vraiment en phase avec la session de ce matin. Avant de passer à nos intervenantes, je précise que l'événement sera enregistré, mais pas la séance de questions-réponses. Aujourd'hui, nous avons un panel d'expertes, donc un panel très féminin. Et j'aimerais, avant cela, donner la parole à Madame Camille Petit, l'ambassadrice représentante permanente de la France auprès de la conférence du désarmement à Genève. Merci beaucoup.
Et je suis donc ravie d'ouvrir cette troisième rencontre francophone sur le désarmement avec nos partenaires, donc bien sûr l'Organisation internationale de la francophonie, l'UNIDIR, mon collègue du Cameroun également, avec lequel la France coordonne le pilier désarmement du groupe des ambassadeurs francophones à Genève et avec nos autres intervenantes. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité. Nous avons pu nous appuyer, comme pour les deux précédentes rencontres, sur l'expertise de l'UNIDIR et notamment de son chef du programme Sécurité et Technologie, Monsieur Giacomo Persi Paoli. Alors, ce sujet est de plus en plus traité dans les enceintes de désarmement à Genève. D'abord dans le cadre du groupe d'experts gouvernementaux sur les systèmes d'armes létaux autonomes, les SALA, dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques, donc la CCAC, et je m'en tiendrai là dans les sigles. Par ailleurs, des échanges se tiennent sur le sujet plus large de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire et parallèlement des discussions sur l'intelligence artificielle en dehors du domaine militaire. Mais donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur le domaine militaire puisqu'il nécessite un traitement à part. Alors, en propos introductifs, mais avant de laisser surtout la parole à nos experts, je voudrais peut-être rappeler les opportunités, les défis et les enjeux de régulation et de gouvernance tels qu'ils ressortent de nos discussions à Genève et en m'appuyant également sur l'expérience de la France. S'agissant en premier lieu des opportunités, ces opportunités, elles sont multiples et il ne faut pas les oublier. Ces technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle peuvent être utilisées d'abord pour le soutien des forces armées, la gestion des ressources humaines, les questions financières, logistiques, la maintenance des équipements. Deuxièmement, la meilleure compréhension de l'environnement opérationnel qui est de plus en plus complexe. Et puis troisièmement, potentiellement, les fonctions de combat. Donc ce sont trois dimensions différentes qui, associées à la puissance de calcul, permettent d'abord de mieux comprendre une situation, de mieux anticiper, notamment dans l'évaluation des menaces et l'optimisation de son traitement, et donc de décider plus vite, mais parce qu'on peut élargir le champ d'exploration des hypothèses envisagées dans la planification et la conduite des opérations. Donc, par cette meilleure compréhension d'un environnement opérationnel complexe, l'intelligence artificielle, elle doit permettre de mieux respecter le droit international et notamment le droit international humanitaire, dont l'un des principes cardinaux que vous connaissez, c'est la distinction entre combattants et non combattants. Et donc, l'intelligence artificielle doit aussi nous permettre de mieux protéger les civils. Par cette meilleure compréhension, elle doit permettre aussi d'éviter les mauvais calculs, les mauvaises interprétations, d'éviter l'escalade et donc de contribuer à la stabilité stratégique et à la sécurité internationale. Donc, parce qu'elle présente des opportunités, la France a établi dès 2019 une feuille de route pour développer l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense, dans le respect, bien entendu, du droit international. Et elle s'est dotée cette année d'une stratégie ministérielle sur l'intelligence artificielle de défense qui vise à orienter, anticiper et accélérer l'utilisation d'une intelligence artificielle de confiance. Et cette stratégie comprend la création d'une agence ministérielle, l'AMIAD, donc une agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense qui est en cours d'installation d'ici la fin de l'été et dont la mission est de soutenir le développement et le déploiement de ces technologies, en particulier sur le plan capacitaire. Donc voilà pour les opportunités. Mais bien entendu, il y a aussi des défis. Ces défis sont d'ordre divers. D'abord, elles soulèvent des questions juridiques pour veiller au respect du droit international humanitaire et surtout, compte tenu de la nécessité de toujours pouvoir imputer une responsabilité humaine individuelle.
Elle pose des questions éthiques avec le développement de l'apprentissage machine, etc. Je laisserai les experts nous expliquer tout ça. Et la nécessité donc d'assurer une certaine prévisibilité. Des questions techniques, car il existe des risques qui sont liés à la technologie de l'intelligence artificielle elle-même, la sécurité du système, par exemple, le risque d'empoisonnement des données, la nécessité d'une compréhension de l'algorithme par le soldat, par exemple. Donc c'est bien une question de sécurité, mais de la technologie elle-même. Et il existe par ailleurs des questions sécuritaires, mais plus sous l'angle stratégique, pour prendre en compte le risque d'utilisation à des fins malveillantes, y compris pour produire d'autres armes qui sont interdites par le droit international, notamment des armes chimiques ou biologiques. Voilà, donc cette rencontre, elle sera l'occasion de préciser ces divers enjeux. La France en est parfaitement consciente de ces défis et pour y répondre, elle met l'accent sur un devoir de responsabilité qui doit être décliné en 3 principes cardinaux. Le respect du droit international, notamment le droit international humanitaire, bien entendu, le maintien d'un contrôle humain et la permanence de la responsabilité de la chaîne de commandement. Alors, compte tenu de ces opportunités et de ces défis, et j'en viens au 3e point, il est important que la communauté internationale puisse engager un dialogue inclusif et approfondi sur les enjeux de régulation et de gouvernance. Alors, ça peut commencer par des mesures au niveau national. Donc, permettez-moi de reprendre encore l'exemple de la France, que par définition je connais mieux. La France a créé donc dès 2019 un comité d'éthique de la défense au sein du ministère des Armées, qui est aujourd'hui un atout pour étudier ces enjeux éthiques à partir d'une analyse approfondie de la réalité de leurs applications. Et ce comité doit permettre d'anticiper les impacts de l'intelligence artificielle sur les systèmes d'armes et ainsi permettre de promouvoir une intelligence artificielle de confiance et un usage responsable dans le strict respect du droit international et de l'éthique. La discussion a ensuite été portée au niveau multilatéral. Alors en réalité, je dis ensuite, mais en réalité cela a commencé dès 2013, d'ailleurs à l'initiative de la France, puisque des travaux se tiennent sur la question des SALA, on l'a vu tout à l'heure. Et dans ce cadre, la France promeut avec ses partenaires une double approche, régulation et interdiction. D'abord, il s'agit d'interdire l'utilisation des systèmes qui sont pleinement autonomes, parce qu'il ne permettrait pas d'assurer un contrôle humain suffisant et par suite de garantir le respect du droit international. Et d'autre part, régulation des systèmes partiellement autonomes à travers la mise en œuvre de mesures appropriées tout au long de leur cycle de vie. Et puis, plus récemment, les Pays-Bas et la Corée du Sud ont lancé en 2023 un processus sur le sujet plus large d'une intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire. Et la France est très investie dans ce processus qui a débouché sur la création d'une commission globale composée de commissaires et d'experts pour une intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire. Donc je laisserai les experts en parler, notamment l'UNIDIR qui suit de près tous ces processus, et également Madame Catherine Tessier qui est à la fois membre du comité d'éthique créé en France et membre de la commission globale RIAIM, et nos collègues marocaines et mexicaines qui pourront nous donner un éclairage à la fois national et multilatéral. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour vos propos. Nous allons passer donc aux expertes. Alors, je vous les présente. Madame Sarah Grand-Clément, qui est chercheuse au programme sur la sécurité et la technologie et au programme sur les armes et munitions conventionnelles de l'UNIDIR. Nous passerons à Madame Saïda Baja, qui est conseillère auprès de la mission permanente du Royaume du Maroc. Et ensuite, Madame Catherine Tessier, directrice de recherche à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale en France, membre du comité d'éthique de la défense, membre experte de la Commission mondiale sur l'intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire. Et enfin, Madame Jimena Viveros, chef de cabinet et conseillère juridique principale à la Cour suprême du Mexique, ainsi que membre de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle des Nations Unies.
Nous commencerons avec Madame Sarah Grand-Clément pour une vue d'ensemble de l'application et de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Bonjour à tous, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous offrir un aperçu général de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, dans le domaine militaire. Nous aborderons en particulier les applications actuelles et potentielles de l'IA ainsi que ses impacts tant positifs que négatifs. Et la prochaine aussi, merci. Donc avant d'explorer les applications de l'IA et les impacts qui en découlent, il est important de comprendre l'attrait de l'IA, notamment dans un contexte où la conception, le développement, le déploiement et l'utilisation de l'IA sont en expansion constante, y compris dans le domaine militaire. Cette expansion est notamment due à l'essor des capacités numériques, au progrès algorithmique, à la prolifération de capteurs et, par conséquent, à des bases de données de plus en plus importantes. Cela a permis de considérer sérieusement l'application de l'IA dans différents domaines, y compris le domaine militaire. L'intérêt d'utiliser l'IA est donc multiple, et je vais nommer 3 des arguments souvent mentionnés. Premièrement, l'IA pourrait aider les militaires à examiner et à donner un sens non seulement à une quantité considérable de données, mais aussi à fusionner différents types de données et à comprendre une abondance d'informations complexes. Deuxièmement, l'utilisation de l'IA peut aider à la prise de décision de manière plus rapide, notamment grâce à son utilisation pour les analyses de données, mais aussi à travers la réalisation de calculs ou à la proposition d'options d'action. La boucle OODA, qui fait référence aux actions observées, s'orienter, décider et agir, est souvent utilisée pour démontrer comment l'utilisation de l'IA pourrait accélérer toutes ces étapes, offrant ainsi un avantage stratégique par rapport à ses adversaires. Enfin, l'utilisation de l'IA servirait aussi à affecter le personnel militaire à des tâches plus analytiques, laissant ainsi les travaux fastidieux à l'IA. En gros, cela permettrait une amélioration du taux d'utilisation des effectifs. Merci. En ce qui concerne les applications de l'IA dans le domaine militaire, jusqu'à récemment, l'IA était principalement discutée en lien avec son utilisation pour la sélection et l'engagement des cibles, que nous décrivons comme des tâches en aval. Néanmoins, et à travers une étude récemment réalisée par l'UNIDIR, nous avons démontré que l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire va bien au-delà de son utilisation pour la sélection et l'engagement des cibles. En effet, l'IA peut être utilisée aux fins de, premièrement, commandement et de contrôle, qui inclut la planification d'opérations militaires et la prise de décision lors de celles-ci. Deuxièmement, la gestion de l'information, qui comprend la collecte, le traitement, l'exploitation et la dissémination d'informations relatives à une opération militaire. Troisièmement, la logistique, qui fait référence au mouvement, à l'approvisionnement et à la surveillance du personnel et de l'équipement pour soutenir une opération militaire. Et finalement, à la formation, qui fait référence à l'instruction et à la préparation du personnel militaire. Chacun de ces domaines fonctionnels comprennent à leur tour différentes tâches, telles que planifier et adopter les manœuvres sur le champ de bataille ou évaluer l'efficacité opérationnelle du personnel militaire ainsi que de l'équipement militaire. Pour chacune de ces tâches, que nous appelons tâches en amont, nous avons démontré quelles sont les capacités actuelles de l'IA et quelles seraient les potentielles capacités futures dans notre rapport. Compte tenu des contraintes de temps, je ne vais pas détailler ces capacités pour l'ensemble des tâches militaires que nous avons analysées. Néanmoins, si nous passons à la diapositive suivante, merci, il est important de reconnaître certains points. Premièrement, une large gamme de capacités est actuellement techniquement réalisable. Cependant, l'existence actuelle ou future de ces capacités ne signifie pas nécessairement qu'elles seront intégrées dans des tâches militaires spécifiques ou dans des opérations militaires de manière plus générale. En effet, de nombreux facteurs influencent l'adoption de l'IA au-delà de la capacité technologique. Deuxièmement, de nombreuses capacités de l'IA du futur proche mettent l'accent sur des capacités qui se concentrent sur la transformation des données en connaissances, ainsi que sur des systèmes capables d'apprendre, de s'adapter et de réagir à des informations changeantes. Troisièmement, les capacités du futur proche présentent principalement des capacités IA qui démontrent une amélioration des capacités existantes,
montrant ainsi que des révolutions radicales en IA ne sont pas attendues dans un avenir proche, du moins en ce qui concerne ces tâches militaires spécifiques que nous avons examinées. Et quatrièmement, la relation entre l'IA et les données, où l'IA est utilisée pour aider à traiter les données, mais en dépend également, montre que les questions d'intégrité, de qualité et de véracité des données resteront essentielles à l'avenir. Cela soulève également la question de savoir si une attention suffisante est accordée aux problèmes de données par rapport aux capacités de l'IA elle-même. Donc, quel est l'impact de l'IA ? L'impact de l'IA peut être positif, comme nous avons entendu Madame l'ambassadrice en parler. En plus des aspects déjà mentionnés aussi au début de ma présentation, l'IA peut apporter une aide à la planification d'opérations militaires, notamment à travers l'utilisation de fonctions permettant la création de scénarios alternatifs ou des fonctions de calcul avancées sur la base de multiples types de données. L'IA peut également contribuer à améliorer la sécurité dans le domaine du cyber, ainsi que la sûreté de l'équipement et du personnel militaire grâce à ses capacités d'analyse et de diagnostic. Néanmoins, il y a aussi des aspects négatifs à noter. Les problèmes possibles soulevés se répartissent en 3 catégories principales. Premièrement, les externalités qui affectent le bon usage de l'IA, les préoccupations concernant l'IA en elle-même et les impacts négatifs résultant de l'utilisation de l'IA, la majorité des problèmes se concentrant autour de cette 3e catégorie. La question du contrôle humain est omniprésente dans toutes les tâches militaires, même celles jugées à faible risque. En effet, même si la question ne concerne pas la décision de choisir une cible ou d'engager une cible, des questions subsistent quant à savoir dans quelle mesure l'analyse, la conception des voies d'action ou des tactiques pourraient et devraient être réalisées par l'IA seule, et donc si et quand inclure un contrôle humain significatif. Prochaine, je crois qu'il faut cliquer quelques... Ouais. Merci. Donc pour conclure, l'IA peut être utilisée pour une large gamme de tâches et d'activités militaires, ce qui peut entraîner à la fois des impacts positifs, mais aussi négatifs sur le déroulement des opérations militaires. Bien qu'il soit important d'examiner l'utilisation de l'IA dans le contexte de la sélection et de l'engagement des cibles, il est également essentiel de prendre en compte une vaste gamme de domaines d'application à travers les tâches militaires. Les résultats de notre recherche montrent que l'inclusion de l'IA dans les tâches en amont aurait un impact sur les tâches en aval, ainsi que sur le déroulement global d'une opération militaire. En outre, l'opérationnalisation de l'IA dans les tâches en amont peut, dans certains cas, être moins controversée pour les décideurs que son inclusion dans les tâches en aval, ce qui pourrait rendre l'intégration de l'IA plus probable. Cela pourrait aussi être dû au fait que l'inclusion de l'IA est moins visible dans les tâches en amont par rapport aux tâches en aval. Ces éléments démontrent que les capacités de l'IA, tant pour les tâches militaires en amont qu'en aval, devraient être incluses dans les discussions sur l'IA à des fins militaires, en particulier à la lumière des questions relatives à la gouvernance et à l'utilisation responsable de l'IA. Il y a en effet un certain nombre d'initiatives de cadres de gouvernance de l'IA où cela pourrait être traité, dont le processus REAIM, l'IA responsable dans le domaine militaire, et la déclaration politique sur l'utilisation militaire responsable de l'IA et de l'autonomie. Mais je suis sûre que ce sera un sujet sur lequel les prochains intervenantes vont sans doute discuter en plus de détails. Donc, je m'arrête à présent. Si on peut juste passer à la prochaine diapositive. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai bien sûr ravie de répondre à vos questions lors de la séance questions-réponses. Et j'ai aussi mis quelques de nos publications sur la diapositive si jamais vous voulez les consulter ou à travers notre site web. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je vais maintenant donner la parole à Madame Baja pour un aperçu de la perspective nationale sur l'intelligence artificielle donc au Maroc. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. D'abord, je souhaite remercier l'UNIDIR, l'OIF et la mission permanente de la France pour l'organisation de cet événement très important et aussi pour l'invitation de la délégation marocaine pour faire une présentation sur la vision du Maroc par rapport à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Donc, comme on le sait tous, l'intelligence artificielle est en train de transformer divers secteurs à travers le monde et le domaine militaire n'échappe pas à cette révolution. Donc au Maroc, l'adoption
de l'intelligence artificielle dans les forces armées est en plein essor et il vise à moderniser les capacités d'administration de la défense et à renforcer la sécurité nationale. Donc l'intérêt du Maroc pour l'intelligence artificielle dans le domaine militaire s'inscrit en fait dans une stratégie globale de modernisation technologique. Comme action récente entreprise par le Maroc dans ce domaine, le Maroc est l'un des premiers signataires de la déclaration politique américaine sur l'utilisation militaire responsable de l'intelligence artificielle et de l'autonomie. Donc l'endossement du Maroc de cette déclaration, il reflète en fait son engagement à apporter des contributions tangibles à ces futures avancées et à celles d'autres initiatives traitant de la question de l'intelligence artificielle et de l'autonomie dans le domaine militaire. Aussi, en 2021, le Maroc a créé le Centre marocain d'intelligence artificielle, baptisé AI Movement, qui est un centre d'excellence en intelligence artificielle qui a pour vocation de favoriser l'émergence d'un savoir-faire marocain en intelligence artificielle et en sciences des données. Ce centre est le seul centre d'intelligence artificielle en Afrique reconnu par l'UNESCO. Donc, l'effort consenti par le Maroc dans ce domaine, il vise à asseoir en fait une conscience permanente et une compréhension durable de tous les défis et enjeux de l'usage militaire de l'intelligence artificielle. C'est dans ce sens que le Maroc réitère son engagement et son attachement à l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, conformément aux règles et dispositions du droit international et du droit humanitaire international. Donc pour le Maroc, l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, il doit être régi et guidé par un ensemble de principes, et je cite, l'impératif de pouvoir concilier le besoin légitime de défense, le respect des règles du droit international et les préoccupations éthiques, de responsabilité et de moralité, ainsi que la recherche de l'innovation et du progrès. Aussi, prendre au sérieux le risque croissant d'accès croissant à l'intelligence artificielle à usage militaire par les acteurs non étatiques, en particulier les groupes armés et les groupes terroristes. Il s'agit en particulier, en fait, ici des responsabilités des États de prévenir que ces groupes puissent disposer d'écosystèmes les habilitant à développer de façon autonome des systèmes opérationnels à base d'intelligence artificielle. Il s'agit aussi de prévenir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cyberdéfense, notamment en ce qui concerne la création d'armes cybernétiques, et élaborer des mécanismes de supervision pour surveiller en temps réel les activités des systèmes d'intelligence artificielle à usage militaire. Donc, en fait, au Maroc, on a ambition de combiner les exigences technologiques à celles sécuritaires, mais sans perdre de vue les exigences humanitaires aussi. C'est dans ce cadre que le Maroc a l'ultime conviction qu'il est tout aussi important de promouvoir la coopération internationale, le partage d'expertise et les meilleures pratiques référentielles pour renforcer une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, respectant les principes d'éthique militaire. C'est pourquoi des cours et des conférences relatives au droit international humanitaire sont disposés par des instructeurs spécialisés dans le domaine au sein des écoles et des centres de formation au profit de toutes les catégories des militaires de forces armées royales. Le contenu de ces formations porte notamment sur les 4 conventions de Genève de 1949 ainsi que les 2 protocoles additionnels de 1977. Les forces armées royales marocaines, ils participent aussi activement aux opérations extérieures de maintien et de soutien de paix sous l'égide de l'ONU. Et dans ce cadre, les militaires des contingents suivent des formations pointues et adaptées sur le droit international humanitaire avant leur déploiement en opération. En outre, tous les cadres militaires des forces armées royales, ils reçoivent régulièrement, tout au long de leur carrière, des séances de sensibilisation sur le droit humanitaire international pour consolider leurs connaissances déjà acquises. De plus, des séminaires de sensibilisation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense sont programmés annuellement au profit des hauts cadres des forces armées royales au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur. Des thématiques techniques, juridiques et éthiques sont animées par des intervenants de haut niveau, nationaux et étrangers,
issus du milieu académique et de l'industrie de la défense. Donc, pour conclure, je dirais que le Maroc, il s'engage à collaborer avec les partenaires internationaux en partageant ses connaissances et ses meilleures pratiques, car il reconnaît l'importance des efforts collectifs pour promouvoir l'utilisation responsable de ces technologies avancées. Le Maroc est pleinement engagé aussi à placer l'Afrique au centre des discussions aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et son utilisation responsable et éthique. Deux exemples concrets à cet égard pour conclure. Donc, le Maroc, il a organisé en partenariat avec l'UNESCO un forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle comme levier de développement en Afrique. Ce forum, qui a regroupé des participants venus de nombreux pays, notamment d'Afrique, a été organisé par le Centre marocain d'intelligence artificielle. Le deuxième événement sur l'intelligence artificielle qui se tiendra cette année au Maroc sera organisé en partenariat avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OASC, en octobre 2024. Cet événement portera sur le thème crucial du lien entre l'intelligence artificielle et les menaces des armes chimiques. Lors de cet événement, les représentants des États parties à la Convention sur les armes chimiques, des organisations internationales, des dirigeants de l'industrie ainsi que des experts et des universitaires discuteront de la manière dont l'utilisation irresponsable de l'intelligence artificielle pourrait conduire au développement d'une nouvelle gamme d'armes chimiques, notamment par acteurs non étatiques et groupes terroristes. Et je conclue par ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé quant à la perspective nationale du Maroc. Je vais maintenant donner la parole à Madame Tessier pour des aspects complémentaires sur les enjeux juridiques et éthiques nouveaux. Merci. En vidéo, effectivement. Vous m'entendez? Il faut mettre votre oreillette pour que ce soit bien clair. Je n'en ai pas. Donc, vous m'entendez quand même? Oui, c'est pour les participants en salle. Vous me dites quand je peux y aller. Oui, je pense que vous pouvez y aller. Merci. Bon. Madame, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci beaucoup de l'invitation. Planche suivante, s'il vous plaît. Planche suivante. Merci. Bon, voilà, je vais essayer de démythifier un peu le terme intelligence artificielle en parlant beaucoup de vocabulaire et vous présenter quelques enjeux. Planche suivante. D'abord, donc un petit point sur le comité d'éthique de la défense, puisque j'en suis membre depuis 2019. Donc, je vous ai mis à gauche donc le discours de mise en place de ce comité d'éthique, enfin un extrait du discours en tout cas, de mise en place de ce comité d'éthique par Madame Parly, qui était alors ministre des Armées. Et je vous ai mis à droite donc les rapports que nous avons déjà produits, donc ils sont au nombre de 6. Donc, vous voyez, nous avons réfléchi sur le solde augmenté, sur, et ça j'y reviendrai, l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux, un avis sur l'environnement numérique des combattants, donc qui est aussi le sujet du jour, l'éthique dans la formation des militaires, un avis sur l'éthique de la défense spatiale, et enfin le tout dernier, l'avis sur la place des acteurs civils dans une stratégie de défense globale. Et nous sommes en train de réfléchir actuellement sur justement l'intelligence artificielle donc dans le domaine de la défense. Planche suivante. Alors, justement, intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Planche suivante. Alors, la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, hein, ce n'est pas une intelligence qui serait artificielle. Alors, le nom est fort mal choisi, mais c'est une discipline scientifique au même titre que la géologie, par exemple. Et cette discipline scientifique est largement fondée sur les mathématiques. Alors, je vous ai mis en dessous tous les champs, finalement, de techniques recouverts par cette discipline scientifique, et on voit qu'il y en a beaucoup. Voilà, ce n'est pas simplement, et ça serait très réducteur de penser ça, l'apprentissage machine. Planche suivante. Donc, il faut se demander, quand on parle d'IA dans le domaine militaire, de quoi on veut parler exactement. Donc, quelles techniques
à quelle technique on s'intéresse, utilisée dans quelles fonctions, dans quels objets ou systèmes, dans quel contexte, est-ce que c'est dans un bureau ou sur le terrain par exemple, et avec quelles propriétés voulues. Et se demander donc tout cela, enfin cette technique particulière dans ce contexte, cette fonction, etc., est-ce que cela crée de nouveaux enjeux dans le domaine militaire? Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on ne peut pas parler d'enjeux de l'IA dans le domaine militaire en général. Ça n'a pas de sens et on ne ferait que dire des banalités. Planche suivante. Alors, je prends un premier exemple qui est celui de, entre guillemets, l'autonomie. Alors là aussi, attention au vocabulaire. Donc, on parle de machines dites autonomes en mettant une confusion entre l'autonomie d'un être vivant, qui est sa capacité à décider par lui-même, qui est totalement différent de ce qu'on appelle l'autonomie décisionnelle en robotique, donc c'est un terme scientifique, qui consiste à programmer donc sur une machine un certain nombre de fonctions, en particulier la fonction d'élaboration de situation et la fonction de décision. Jean-Paul Lomont, qui était un grand roboticien français, disait « Une machine autonome est une machine automatique dans son milieu ». Donc, de la même façon, une machine ne prend pas de décision, les décisions sont calculées sur un ordinateur. Donc, il faut à tout prix, y compris dans les négociations internationales d'ailleurs, éviter l'anthropomorphisme qui suscite tout un tas de fantasmes, des craintes, des confusions, etc. Donc, il s'agit d'utiliser un vocabulaire adéquat, si possible un vocabulaire scientifique, qui ne personnifie pas les machines, qui ne projette pas d'aspects moraux sur ces machines et qui ne place pas, enfin, l'analyse humaine sur le même plan que les calculs. Planche suivante. Alors, au comité d'éthique de la défense, nous nous sommes employés à essayer de poser des définitions entre les systèmes d'armes létaux autonomes et les systèmes d'armes létaux intégrant l'autonomie. Donc, un SALA, nous l'avons défini comme un système où les règles de fonctionnement peuvent évoluer automatiquement au-delà du cadre d'emploi fixé, et la décision, en particulier d'engagement de cible, peut être mise en œuvre sans appréciation de situation par un humain, donc en particulier par le commandement. Donc, on rappelle que la position actuelle de la France est de refuser ce type de système. A contrario, nous avons défini le système d'armes létales intégrant l'autonomie, où le commandement conserve effectivement la fonction essentielle d'appréciation de situation et celle de compte rendu, et il met en œuvre toute sa responsabilité dans un cadre bien fixé, donc espace-temps limité, sous condition. Il peut mettre en œuvre un certain nombre de fonctions critiques qui seraient automatisées, donc en particulier l'identification, la classification, l'interception, l'engagement. Et surtout, il faut avoir des garanties techniques relatives aux défaillances d'un tel système et aux détournements. Planche suivante. Alors, je vais prendre un deuxième exemple qui est très à la mode, qui sont les logiciels dits d'IA générative, donc de production automatisée de textes, images, vidéos, code. Planche suivante. Alors, quelques exemples d'usage possibles. Donc, il en était question dans les exposés précédents. Donc, bien sûr, l'exploitation de grandes masses de données, la génération de scénarios, en particulier pour la formation, des simulations aussi pour l'entraînement et la formation, la création de logiciels malveillants, à la fois pour les mettre en œuvre, pourquoi pas, mais surtout pour les étudier, concevoir des assistants numériques sur le terrain, réaliser de la traduction en temps réel, et puis rédiger des comptes rendus. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Planche suivante. Alors, quelle nouvelle question, enfin, quelle question et surtout quelle nouvelle question pose ce type de système arrivé sur le marché grand public, je rappelle, fin 2022. Alors, sur le système dit d'IA générative lui-même, intrinsèquement, donc il faut se poser tout un tas de questions. Sur quel corpus est-il entraîné? Et quelle est la fiabilité de ce corpus et donc des réponses qui vont être produites? On rappelle qu'il n'y a pas de notion de vérité dans ce type de système. Hein. Ce système fonctionne uniquement par corrélation et statistique. Ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des questions de pollution des données, des questions de génération de fausses informations, aussi un risque d'uniformisation des informations et des pratiques, et puis toujours la question d'explicabilité. Pourquoi le système donne-t-il cette réponse-là? Et ensuite, sur les usages, eh bien, voilà, il y a un risque, et ça a été évoqué aussi, de dépendance au numérique, y compris sur le terrain, le soldat sur le terrain, de perte de savoir-faire. Il y a un risque lié aux facteurs humains, donc des biais de confirmation, il y a un risque d'être influencé par ce que répond le système, il y a un risque de focalisation intentionnelle sur les outils numériques de manière générale. Et puis, il faut se poser les questions de la place du doute, de l'esprit critique et du discernement. Donc, nous en avons en partie parlé dans notre avis sur
l'environnement numérique du combattant. Planche suivante. Donc, je vais finir par quelques tensions. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une profusion de textes internationaux relatifs, entre guillemets, à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et dans ces textes, on trouve des grands principes, des grandes exigences, hein, par exemple la transparence, l'explicabilité, etc., etc. Alors, par contre, ces textes ne disent pas, ou très peu, que ces grands principes et exigences, premièrement, peuvent être interprétés techniquement de différentes manières. Si je prends l'exemple, par exemple, de la fairness, l'équité, vous lisez des papiers scientifiques, il n'y en a pas deux qui donnent la même définition de cette propriété. Et deuxièmement, et ça c'est très important, ces grands principes et exigences ne peuvent pas être simultanément satisfaits parce qu'ils sont techniquement contradictoires. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, je n'en prendrai qu'un. Si vous augmentez les capacités d'un objet, en particulier d'un objet numérique, eh bien, il faut regarder comment on va préserver ou pas, finalement, les compétences humaines. Et ça, c'est un risque qu'il faut prendre globalement, c'est-à-dire en quoi l'être humain va pouvoir conserver ses compétences, le jour en particulier où le système numérique ne fonctionne plus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tessier, pour votre présentation. La prochaine intervenante est Madame Viveros, elle n'est pas des nôtres, mais nous avons une intervention préenregistrée. Nous vous invitons aussi à mettre votre oreillette pour l'écouter. Bonjour, Excellences, Madame et Messieurs. Je m'appelle Jimena Viveros Álvarez et je suis membre de l'organe consultatif sur l'intelligence artificielle du secrétaire général des Nations Unies. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi vous, je suis au Mexique. Mais je suis honorée d'avoir l'occasion de parler avec vous d'un sujet aussi important. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève et à l'Organisation internationale de la francophonie pour leur invitation à participer à l'événement aujourd'hui. Leur engagement à favoriser le dialogue et la collaboration sur les questions d'une importance cruciale, telles que la gouvernance de l'IA, est véritablement louable. Le développement rapide de l'intelligence artificielle et son intégration croissante dans le domaine militaire menacent notre paix et notre sécurité internationale. Il est ainsi alors que l'IA remet constamment en question notre ordre juridique international en raison de son imprévisibilité inhérente et de son manque d'explicabilité dérivée des algorithmes d'apprentissage automatique et profond, ainsi que du problème de la boîte noire et de l'IA qui peut conduire à des bias, à la fragilité, la vulnérabilité et le désalignement. Bien entendu, toutes ces préoccupations sont à juste titre exacerbées lorsque les systèmes d'IA atteignent ou se voient accorder une pleine autonomie dans leur fonction critique de sélection des cibles et de décision de recourir à la force, mettant ainsi encore plus en danger la vie des civils dans les conflits armés. Actuellement, il n'est pas possible de garantir qu'une IA soit capable de respecter efficacement les principes fondamentaux du droit international humanitaire, que sont l'humanité, la nécessité militaire, la distinction, la proportionnalité et la précaution. Celle-ci nécessite un niveau d'abstraction qui ne peut pas être programmé dans les systèmes d'IA. De plus, le respect de ces principes dépendent fortement du contexte, dans la mesure où les objectifs militaires légitimes pourraient cesser de l'être d'un moment à l'autre. En outre, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle hautement autonomes dans le domaine militaire pourrait également donner lieu à ce qu'on appelle un déficit de responsabilité. Cela fait référence aux difficultés d'attribuer la responsabilité à une personne humaine lorsque un incident d'IA se produit.
tout à fait, même si le processus de prise de décision était entièrement effectué par un ensemble des algorithmes, d'une machine ne pourra jamais être responsable de ses propres actions. Au contraire, un être humain doit toujours être tenu responsable pour garantir réparation aux victimes et aussi pour leur propre responsabilité. Dans cette optique, la plupart des systèmes juridiques pénaux, pareil que le statut de Rome, exigent une certaine forme d'intention pour attribuer correctement la responsabilité. Cependant, dans la mesure où la loi existe aujourd'hui, les auteurs des infractions ont la possibilité d'échapper à leur responsabilité en prétendant que le système a échoué ou que, dans la mesure de leur connaissance, le système était précis. Et ont donc décidé à se fier à une ligne de conduite qui entraîne des dégâts civils. De toute évidence, nous ne pouvons pas avoir ces déficits de responsabilité dans notre ordre juridique, car cela aurait des conséquences désastreuses pour la société, ainsi que sur la paix et la sécurité internationale. Pour éviter cela, les efforts nationaux, régionaux et même multilatéraux n'ont pas manqué pour réglementer l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Pour n'en citer que quelqu'un, les discussions du groupe d'experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes létaux autonomes et qui ont lieu dans les auspices de la Convention sur certaines armes conventionnelles, la déclaration de Belém, la déclaration politique des États-Unis sur l'utilisation militaire responsable de l'IA et l'autonomie, la déclaration de la communauté des pays caribéens, CARICOM, sur les systèmes d'armes autonomes, l'initiative responsable AI in the Military Domain, REAIM, qui a tenu un premier sommet l'année dernière aux Pays-Bas, conduisant à la création de la Convention mondiale, de laquelle je suis commissionnaire, et qui tiendra un deuxième sommet en septembre prochain en Corée. Et l'appel du pape François à une interdiction totale des armes entièrement autonomes en raison de leur potentiel mortel et nocif pour la vie humaine lors du sommet du G7 la semaine dernière. En plus de ce qui précède, il existe de nombreux autres efforts visant à réglementer l'IA lato sensu, qui auront des effets de débordement sur l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire, tels que la déclaration de Beckley sur la sécurité de l'IA, la déclaration de Séoul pour une IA sûre, innovante et inclusive, et les principes de l'OSCE sur l'IA et le travail continu sur l'IA, les principes directeurs du G7 et du processus d'Hiroshima pour les organisations de développement des systèmes avancés d'IA, les partenariats mondiaux sur l'IA, la loi européenne sur l'IA et la convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle. Bien que tous ces efforts sont extrêmement importants, la vérité est que l'IA a un impact transfrontalier et que les efforts nationaux et régionaux risquent donc d'être insuffisants une fois que ces impacts proviennent du territoire d'un État tiers. À cet égard, il est impératif que tous les États, y compris ceux de Sud global, s'unissant leurs efforts pour parvenir à un cadre unifié et harmonisé afin d'éviter les fragmentations et toute lacune juridique dans la réglementation de l'IA. C'est dans cet esprit que le secrétaire général de l'ONU a convoqué l'année dernière son organe consultatif de haut niveau sur l'IA et chargé de rédiger les recommandations pour la gouvernance mondiale de l'IA. Je suis là et un membre. De plus, en octobre dernier, le secrétaire général des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge ont lancé un appel conjoint à l'action pour que les États
entamons des négociations pour un instrument contraignant et d'ici à 2026, l'établissement des interdictions et des restrictions spécifiques sur les systèmes d'armes autonomes afin de protéger les générations présentes et futures et des conséquences pour leur utilisation. À cet égard, une gouvernance mondiale efficace de l'IA devrait reposer sur une compréhension commune des risques et des défis associés à ces technologies. Identifier les valeurs fondamentales que nous devons protéger à tout prix et établir des lignes rouges et des interdictions claires pour garantir que ces technologies peuvent être utilisées de manière responsable. Cela inclut les contrôles humains significatifs et les interdictions claires pour les capacités entièrement autonomes de ces systèmes. Pour y parvenir, la gouvernance internationale pourrait inclure des normes garantissant que les systèmes d'IA sont sûrs de leur conception, incluant des mécanismes de sécurité et pouvant être utilisés dans le plein respect du droit humain international. Et cela pourrait être associé à des mécanismes de responsabilisation garantissant la responsabilité juridique de tous les acteurs impliqués tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA en cas d'utilisation abusive ou de déploiement négligent des systèmes d'IA, en particulier lorsque cela entraîne des victimes civiles ou des dommages aux infrastructures civiles. En plus, un organisme international chargé d'exercer des fonctions de surveillance, de vérification et d'application pour garantir le respect des engagements de la communauté internationale est indispensable. Aussi, les États pourraient établir des mécanismes de contrôle des armements pour éviter l'acquisition de technologies de haut risque par des acteurs non étatiques, notamment des groupes terroristes et les crimes organisés. En plus, un organisme international pourrait servir comme un arbitre impartial qui pourrait également fournir des réponses d'urgence en cas de conséquences imprévues de l'IA et fournir des services de désarmement pour démanteler les systèmes sur site abandonnés dans une zone de conflit et aussi des conséquences qui sont prévues. Enfin, l'institution pourrait jouer un rôle central dans la promotion de la coopération nationale en faveur d'un cadre harmonisé pour la gouvernance de l'IA, grâce à des fonctions telles que la création de forums et de conférences internationales où d'experts, de scientifiques et de parties partenaires du monde entier qui pourront partager leurs meilleures pratiques et expériences. En résumé, les États doivent se rassembler et parvenir à des accords communs sur les interdictions et réglementations appropriées pour garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Cependant, pour garantir le respect total de toutes les parties involucrées, il est nécessaire de disposer d'une autorité centralisée et impartiale pour surveiller ce type de système, vérifier et faire respecter leur conformité avec le droit international en général et en particulier le droit international humanitaire, même que garantir les mécanismes de responsabilisation appropriés. De cette façon, nous pouvons prévenir les menaces que l'IA fait poser sur la paix et la sécurité internationale. Merci de votre attention.